Merci d'être là en si grand nombre sur tous les sites. C'est vraiment apprécié d'organiser une conférence puis d'avoir autant de gens qui participent. Donc, je vais juste spécifier pour la conférence qu'aujourd'hui, on a des feuilles de présence à signer. C'est important à la fin de la conférence de bien signer les feuilles parce que c'est avec ces feuilles-là qu'on va faire le tirage des prix de présence. Il va y avoir 10 volumes qui vont être tirés là, parmi les personnes qui étaient présentes pour la conférence. Donc, c'est important d'aller signer les documents. Je vais céder la place à M. Steve Desjardins qui va présenter notre conférencier. Merci Cédric. Alors, je suis Steve Desjardins, je suis directeur adjoint aux pratiques professionnelles à la direction des soins infirmiers. Bonjour tout le monde, bonjour les gens qui sont à distance. On est très, très heureux, c'est notre deuxième conférence de l'année. C'est pas la deuxième depuis le début du 6, mais quand même, dans notre programmation annuelle. J'en profite pour féliciter le CI encore de cette belle initiative. J'aimerais ça remercier aussi les gens qui ont collaboré. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de logistique dans une conférence comme ça. Fait que merci aux gens du CI, mais aussi à leurs collaborateurs qui rendent cette conférence-là possible. Sans plus tarder, j'aimerais ça vous introduire notre conférencier d'aujourd'hui, professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, chercheur régulier au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction au CIUS du nord de l'île de Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur l'éthique de l'intervention ainsi que sur les interactions entre les domaines du droit et de la santé mentale. Ayant déjà eu le privilège d'assister à une de ces conférences, je suis convaincu que ça va être une belle occasion de réflexion pour la prochaine heure. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir notre conférencier, M. Pierre Parizeau-Legault. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Quoi de mieux que de parler d'éthique avant de partir pour Noël? Oui, on va parler d'éthique aujourd'hui, donc je sais qu'il y en a qui sont présentés pour SoftLab. Vous risquez d'être déçus. Donc, c'est pas la bonne salle. Je pense que c'est donc, c'est un petit message que je me permets de vous dire en introduction. Mais bref, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mes collègues m'ont présenté. Là, souvent, je me décris comme un infirmier qui a une comorbidité, c'est-à-dire que j'ai une formation en droit de la santé, puis une formation en sciences infirmières. Puis c'est un peu ce que je fais de ma vie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai vu des étudiants passer, puis je suis comme « Allô? » qui sont sur les sites aussi, mais je m'intéresse énormément à la façon dont les normes légales, éthiques, sociales sont comprises par les intervenants, puis comment ça influence leur travail quotidien. Et à partir de là, moi, c'est de comprendre aussi la loi, ses usages, ce qu'on en fait sur le terrain, comment ça nous permet aussi de négocier un travail qui est souvent turbulent, en fait, dans les établissements de santé. La thématique globale de la présentation aujourd'hui, c'est un peu pour faire un bref survol des changements récents qui sont survenus en matière de protection des personnes vulnérables. Dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu différentes problématiques de santé, mais aussi au niveau des services sociaux qui se sont installés, qui ont été dénoncés, qui ont été analysés. Et encore aujourd'hui, vous avez des commissions d'enquête qui sont en place pour justement répondre à ces enjeux-là. Et ce qui nous démontre que ce jugement éthique-là de l'intervenant est de plus en plus important dans des systèmes de santé qui sont caractérisés par la précarité. Dans des systèmes où finalement on gère énormément de crises et qui dit crise, dit souvent mesure d'exception aussi de l'ordre qui concerne donc des personnes dites vulnérables, que ce soit en matière d'enfance, auprès des personnes aînées ou auprès des personnes adultes qui ont des problématiques de santé mentale. Donc, la présentation d'aujourd'hui ne portera pas uniquement sur la santé mentale, mais va faire ressortir 3 tendances qu'on a connues au Québec, mais aussi en Amérique du Nord, à l'égard de la protection des personnes vulnérables. Donc, que ce soit au niveau des enfants, des adultes ou des personnes âgées. Et donc, au niveau de la présentation, on va faire une courte introduction. Ce que j'aime faire, en fait, c'est de nous rappeler que, comme infirmier, moi, je travaille à Sacré-Cœur pendant les 10 dernières années. Je pense que c'est important de se rappeler que notre fonction première, c'est de soigner et que c'est au sein même de cette fonction-là qu'on est capable de faire ressortir, en fait, toute la beauté de notre travail, mais aussi tous les enjeux de négociation du soin qui ont cours pendant qu'on va offrir des soins là, dans des situations soit de crise, de vulnérabilité ou même de marginalité. Et donc, ce que j'aime à dire, c'est que
Là où on va faire une transition de la théorie à la pratique, c'est quand on passe du patient ordinaire, normal, au patient qu'on appelle un patient exceptionnel, pour lequel on a des fois pas l'impression d'avoir été formé complètement, qui ne peut pas nécessairement répondre à ce qu'on attend d'un patient, pour lequel justement on a eu une formation comme infirmier, infirmière qui nous permet de soigner. Et là, on rentre en fait dans ce qu'on appelle les zones d'exception, c'est-à-dire dans des fois des compréhensions qui sont limitées, dans une autonomie qui peut être réduite également, qui nous impose donc des devoirs supplémentaires en matière de soins, d'éthique et de négociation du soin. On va aller voir ensuite de ça donc les besoins de protection selon les âges de la vie, selon les 3 grands domaines dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les enjeux au niveau de l'emphase de l'âge adulte puis du vieillissement. Et ce que je fais avec vous, souvent quand on parle d'éthique, je dis souvent à mes étudiants, oui, la vie, la mort, c'est bien, mais on va essayer de redescendre ça au niveau de la pratique pour voir quels outils on a à notre disposition, en fait, pour nous permettre de mieux soigner. Et ces outils-là, j'ai essayé de faire un topo rapide de ce qui est à notre disposition puis de ce que ça implique, en fait, de soigner des personnes qu'on dit vulnérables au quotidien des soins. Et on va aller voir que finalement, la stratégie que moi j'aime employer, puis qu'on fait en fait avec notamment les étudiants que j'ai à la maîtrise, c'est de travailler toujours dans une perspective de droits humains. Donc de voir que la meilleure façon de répondre à des besoins en termes de vulnérabilité, c'est toujours d'aller chercher cette approche-là centrée sur les droits de la personne, qui deviennent des indicateurs cliniques en fait pour nous permettre de déterminer si oui ou non on est dans la bonne direction dans les soins qu'on donne. Quand plusieurs réponses s'offrent à nous, sans nécessairement que ce soit les meilleures réponses, on cherche toujours à avoir la réponse la plus optimale. Et donc, si je pars avec le soin, à la base, oui, c'est une pratique professionnelle, on est membre d'un autre professionnel, vous avez tous sans doute eu votre examen de certification. Moi, ça a été la pire expérience anxiogène de mon existence. Et donc, à la base, on est des professionnels de la santé. Mais si on se ramène en fait à la fonction du soin, on voit que c'est une pratique qui date de plusieurs milliers d'années. C'est une pratique qui est en fait ancestrale. Quand on parle de soins, on ne parle pas seulement que du geste professionnel, on parle aussi de ce geste qu'on fait envers l'autre personne, un geste qui est souvent un geste de solidarité, un geste d'aide, un geste charitable, un geste de sollicitude, ce qui fait en sorte que le soin comme tel va couvrir beaucoup plus large que le simple soin qui a une nature strictement professionnelle puis qui est régulé par notre code des déontologies, par exemple. Donc, à la base, soigner, donc, c'est une activité qui est humaine. C'est un travail qui est souvent sous-estimé et c'est également un geste, comme je l'ai dit, de sollicitude. En fait, le soin, malgré ce qu'on en dira, n'est pas une activité qui est exclusive à l'infirmière. C'est-à-dire que la mère, le père vont soigner l'enfant, la famille vont soigner le parent vieillissant, l'aidant naturel soigne aussi la personne qui est dite vulnérable. Et même si nous, notre profession s'oriente autour de cette dimension-là, il y a des dimensions vraiment plus larges qui concernent le fait de soigner, en fait, de soigner les êtres humains. Ce que, par exemple, un auteur nous dit, c'est Collière, en fait, qui dit que le travail du soin comme tel a été historiquement réalisé par des femmes, dévalué, sous-estimé, invisibilisé. Il a été longtemps, en fait, considéré comme une pratique nécessitant aucun savoir ou habileté particulière si on le compare, par exemple, au travail de la médecine. Et c'est dans cette zone-là d'invisibilité que le soin se situe parfois, encore aujourd'hui. Et c'est important de le mettre sur la table parce que souvent, quand on approche la négociation éthique que les infirmières font au quotidien de leur travail, on a de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'on fait et à démontrer en fait la portée de nos actions. Mais le soin, c'est plus qu'une pratique ancestrale, c'est aussi une pratique qui est invisible. Comme je l'ai dit tantôt, le fait de soigner, en fait, on est parti d'un soin qui était une activité qui est privée, c'est-à-dire qu'on soigne principalement dans des lieux où on côtoie, oui, la naissance, mais également la maladie, la mort. Donc, ces lieux-là de soins, souvent, sont derrière des portes closes. Ce sont des soins qui ne sont pas dans la sphère publique, mais qui sont plutôt dans la sphère privée. Et vous avez également ce travail-là qui est influencé par le genre, donc qui est porteur de valeurs très relationnelles, du fait que le soin a souvent, et encore aujourd'hui, est porteur de valeurs qui sont dites féminines, qui sont porteuses d'une éthique particulière aussi. Donc, dans l'éthique relationnelle, on va beaucoup s'attarder à l'autre, puis à sa vulnérabilité, puis à la façon dont on est capable de l'accompagner. Et on voit qu'à l'intérieur de ça, ça pose aussi une autre problématique, c'est que si le soin est influencé par le genre, ça veut dire qu'il est aussi influencé par des relations de pouvoir à l'intérieur même de systèmes hiérarchiques de soins.
Et donc, cette invisibilité-là, en fait, du soin, a une énorme influence, en fait, sur la façon dont on est capable de réfléchir à la portée éthique de nos pratiques. Ça a une influence sur la manière dont le jugement éthique des infirmières est verbalisé, documenté, mis de l'avant au quotidien. On voit aussi qu'au cours des dernières années, les gens qui sont intéressés à l'éthique en soins infirmiers ont souvent ressorti la détresse morale comme étant un concept hyper important. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que la détresse morale comme telle va toujours encourager une trame narrative un peu victimisante, comme quoi les infirmières, oh mon Dieu, sont souvent victimes d'un système qui est violent. Elles ont souvent peu de capacité d'action. Et dans les dernières années, on s'est mis à remettre en question cette trame narrative-là en disant, ben non, les infirmières, elles ne sont pas toujours des victimes, elles ne sont pas toujours dans les situations de détresse. Au contraire, en fait, il y a une grande partie de leur travail, comme il est invisible, qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à nommer et qu'on n'arrive pas à conceptualiser, en fait, autrement qu'en reproduisant cette trame-là de l'infirmière qui est en détresse. Et dans les dernières années, on a commencé à parler de résilience morale, de courage moral, pour s'appuyer, en fait, sur l'initiative de plein d'infirmières qui disent, bien, attention, le travail qu'on fait, même s'il n'est pas nommable au quotidien, même s'il est toujours derrière une porte et qu'on ne le voit pas, est un travail qui est fondamentalement éthique et qui ne dépense pas seulement de la détresse morale qui est vécue par les infirmières au quotidien, en fait. C'est vrai, par contre, que la pratique va toujours se définir au contact des personnes les plus vulnérables. C'est vrai également que la pratique s'insère dans des systèmes de soins qui sont turbulents, qui sont teintés de rapports de pouvoir, ce qui fait en sorte que la détresse morale peut être vécue. Mais ce n'est pas le seul signe que les infirmières, au quotidien de leur pratique, ont une démarche éthique, en fait. Donc, on cherche à aller un peu plus loin que ça pour rendre l'invisible visible, pour essayer de nommer des éléments qui sont peut-être moins palpables au quotidien de la pratique. Évidemment, bien, on ne s'en sauvera pas, le soin, c'est aussi une pratique professionnelle. Et la pratique professionnelle du soin implique en fait 3 éléments. C'est-à-dire que c'est une activité qui est disciplinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours en technique ou au bac avec les savoirs infirmiers. Je vois des sourires dans la salle. Vous avez donc des savoirs propres à la discipline. Vous avez également des normes de pratique auxquelles les infirmières doivent adhérer, qui sont différentes des normes de pratique auxquelles les autres professionnels doivent adhérer. Vous avez donc, à l'intérieur de ça, c'est un travail qui est régulé et qui est codifié, c'est-à-dire que vous avez un code de déontologie, des lignes de pratique qui, normalement, vous disent quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et encore là, quand on s'attarde, en fait, à appliquer ces lignes-là, on réalise que la complexité du champ clinique est beaucoup plus large et ne se limite pas uniquement aux lignes directrices, au code de déontologie et compagnie. Et vous avez également une pratique donc, qui est liée à un contrat social. Le contrat social, ça, c'est toute la population, en fait, quand elle donne du pouvoir à une profession, est en train de nous dire qu'il y a un contrat qui nous unit à cette population-là. C'est-à-dire que si on peut soigner et si on veut soigner, on doit toujours être digne, en fait, de ce qui nous unit à la population, puis à la confiance que la population nous accorde pour réaliser ce contrat-là. Où la population nous dit, bien écoutez, nous, on a des gens qui sont malades, on a des gens qui ont besoin de soins, on a des gens qui ont des problèmes de santé complexes, et donc on va vous donner le pouvoir de soigner, puis en contrepartie, bien, faut que vous soyez digne de la confiance qu'on vous accorde comme profession. C'est donc un lourd contrat dans un système, comme je vous dis, qui peut être assez turbulent parfois. Vous avez des auteurs qui ont travaillé sur justement l'invisibilité du travail infirmier, puis qui en sont arrivés à la conclusion qu'il y a 70% du travail actuellement réalisé par les infirmières qui, en raison de l'austérité, de la précarité, est invisible. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail de chevet, ce n'est pas un travail d'administration, c'est ce qu'on appelle un travail d'organisation. C'est-à-dire que vous êtes dans un bateau avec des cracks, puis vous essayez de les colmater, et ça, l'infirmière, en fait, va être de plus en plus portée à faire ça pour tenir en place un système, assurer son intégrité, assurer la continuité des soins, un système qui donc peut être parsemé d'embûches et de plus en plus les infirmières vont avoir ce rôle-là de liaison, d'organisation dans la turbulence des systèmes comme tels. Quand on s'attarde en fait à la reconnaissance du soin comme pratique professionnelle, on voit que, comme profession, on est passé par 3 étapes. C'est-à-dire qu'on est passé de la reconnaissance affective,
du fait que, on avait des infirmières qui avaient la vocation, par exemple. On est passé d'une formation qui était donnée à l'intérieur du clergé, des hospices, à une formation qui de plus en plus a été vers les cégeps, les universités, qui a été, en France, on parle du courant d'universitarisation que nous-mêmes, on a connu au Québec dans les dernières années. Et donc, on est passé d'une reconnaissance qui est strictement affective à une reconnaissance qui est juridique. C'est-à-dire que le champ de pratique, les activités et ce qui définit l'infirmière est en même temps codifié au sein des lois, profil d'activités réservées ou partagées, ce qui fait en sorte qu'on est capable de sécuriser notre champ d'action à l'intérieur même des établissements de santé et dans notre pratique de soins. Là où c'est plus difficile, c'est qu'après la reconnaissance juridique, on a la reconnaissance culturelle. C'est-à-dire que si on reconnaît un groupe comme étant, dans le cas des infirmières, donc un groupe qui soigne, et qu'on est capable de le reconnaître à partir de ses dimensions affectives, et qu'ensuite de ça, on souhaite sécuriser ce champ-là en disant, mais parfait, officiellement, vous existez sur papier, dans vos codes, dans les lois. La reconnaissance culturelle, en fait, va être ce qu'on voit un peu moins du système. C'est-à-dire que même si l'infirmière peut soigner, si je vous demande aujourd'hui le pourcentage du champ de pratique que vous utilisez dans les hôpitaux, il n'est sans doute pas à 100%. Pourquoi? Parce que malgré qu'on a un champ de pratique à partir de nos activités réservées dans les lois, on est dans des systèmes qui sont toujours très hiérarchiques, ce qui fait en sorte que même si on a une reconnaissance juridique, on n'a pas nécessairement toujours la reconnaissance culturelle. C'est-à-dire que même si on est formé en fait pour occuper 100% de notre champ de pratique, lorsqu'on arrive dans la réalité des soins, lorsqu'on arrive dans la réalité du quotidien, on voit que ce pourcentage-là tend à diminuer. Certains auteurs parlent de 30-40% même du champ de pratique qui est occupé par les infirmières en raison d'une diversité de contraintes. Et c'est là qu'on voit que la lutte vers la reconnaissance transite en fait d'une reconnaissance très informelle, très affective à une reconnaissance qui est culturelle, pour laquelle on doit encore aujourd'hui se battre en fait pour nous assurer de respecter ce contrat social-là qui nous lie à la population qu'on doit soigner. Quand je parle de contrat social, en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que pour avoir une profession au Québec puis en Amérique du Nord, vous avez toujours 5 aspects hyper importants à considérer. Vous avez d'un côté des savoirs uniques, donc un corpus de savoir qui est propre à votre pratique. Vous avez une autorité professionnelle, c'est-à-dire que comme infirmière, vous avez une expertise. Notre ordre nous le dit souvent, hein, on parle d'expertise infirmière, de solutions infirmières. Et vous avez également l'assentiment de la communauté. Donc, vous avez la population qui vous dit effectivement, comme infirmière, vous êtes une profession à part entière, puis on vous donne cette liberté-là d'agir en fonction des savoirs que vous possédez. Vous avez également une instance de surveillance qui permet en fait de nous assurer qu'on soigne et qu'on soigne bien. Et vous avez cette instance-là qui va se baser beaucoup sur le code d'éthique des professions pour déterminer les actions bonnes des actions mauvaises. Je vais m'attarder un peu plus au code d'éthique pour déterminer comment, en fait, dans les situations de vulnérabilité, on est parfois un peu moins préparé qu'on le pense pour intervenir auprès de populations qui, finalement, sont en besoin de protection ou qui ne répondent pas aux critères du patient normal ou ordinaire. Et donc, j'en viens donc aux soins comme pratique normative, en fait. C'est que si le soin ou les soins infirmiers sont professionnalisés, c'est-à-dire qu'ils se transforment en fait dans des normes. Et c'est des normes de pratique qu'on doit connaître, évidemment. Par contre, ce qu'on constate, c'est que souvent, quand on applique ces normes-là, la contextualisation des normes, donc ce qui nous permet de dire que, OK, cette norme-là, je l'applique et voici comment je le fais, c'est là, ici, qu'on n'arrive pas nécessairement à nommer ce qu'on fait comme travail. Et donc, dans la pratique normative comme telle, je vous dirais qu'il y a 3 éléments qui sont des éléments qui ressortent souvent comme étant importants, c'est-à-dire que on garde en fait l'aspect de solidarité, donc ça reste une pratique qui est centrée sur les personnes dites vulnérables. C'est une pratique qui est toujours invisible, c'est-à-dire qu'il y a 70% de la pratique, comme je l'ai dit tantôt, qui n'est pas nommable et qui correspond à un travail d'organisation du soin, c'est-à-dire un travail qui est mis en place pour faire en sorte que le système en fait reste intègre malgré sa turbulence. Et c'est une pratique normative, c'est-à-dire que de plus en plus, on tend à normaliser les pratiques. De plus en plus, on va créer des guides de pratique pour nous assurer en fait que tout le monde travaille de la même manière. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes patients. Je vous dirais que c'est un beau problème, et c'est un problème qui est fondamentalement éthique, en fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de ces normes-là, ça cause toujours l'enjeu de comment je peux répondre à la vulnérabilité en soignant. Et quand je parlais tantôt du patient normal, souvent, ce qu'on considère en théorie comme un patient normal, c'est un patient qui possède toutes ces caractéristiques-là et ses compétences. C'est un patient qui adhère au traitement, qui est motivé, qui comprend ce qu'on lui dit, qui est capable de raisonner,
qui est autonome, qui va avoir un très haut degré de littératie en santé. Finalement, vous allez partir avec ce patient-là, main dans la main, tout va bien aller, dans un pays formidable de Kalinours. Le problème avec ça, puis ça, je suis peut-être un peu biaisé par ma pratique d'infirmier en santé mentale, mais c'est que quand on prend le temps d'analyser les patients qu'on reçoit, on voit que des fois, le patient, il sait qu'il est malade, mais le traitement, par exemple, on n'est pas encore rendu là. Donc, il y a une adhésion qui n'est pas nécessairement au même niveau où on le souhaiterait. Donc, déjà là, il y a une contextualisation des normes de pratique qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on doit rajouter une couche de complexité en disant, OK, bon, ma ligne directrice, je la connais, mais maintenant, comment je l'applique si finalement mon patient n'adhère pas comme je le souhaiterais au traitement, n'est pas compliant, adhérent ou n'a pas d'adhésion. Et donc, ça, c'est la première couche de complexité qui s'ajoute. Ensuite de ça, c'est bien. Donc, là, si vous passez à travers ça, vous dites, parfait, maintenant, mon patient comprend le traitement puis est prêt à y adhérer. Ben là, il comprend le traitement, il y adhère, mais il y a des fois où ça va un peu moins bien, où là, il n'y a pas nécessairement la motivation pour se responsabiliser par rapport à sa santé, disons-le comme ça. Et donc, vous avez déjà là l'adhésion qui est un peu moins grande qu'on l'espérait, la motivation qui est un peu moins grande qu'on l'espérait, mais il vous reste quand même le propre de ce qu'on comprend, de ce qu'on attend du patient, c'est-à-dire sa compréhension qui est garante de son autonomie. Si le patient comprend son traitement, c'est donc dire qu'il est capable de prendre une décision libre et éclairée et que même si, il n'est pas motivé, bien, ça reste sa décision. En éthique, ça, c'est un beau problème parce qu'on accorde une importance très grande au consentement libre et éclairé puis à l'autonomie, de sorte que dans certaines situations, ce qu'on en vient à constater, c'est que les patients sont laissés seuls avec leurs décisions. Ils sont laissés seuls avec leur maladie, ils sont laissés seuls avec leur choix. Alors oui, on peut reconnaître que le patient a une compréhension correcte de la situation. On peut comprendre également puis reconnaître qu'il est autonome, mais l'impact de la maladie sur la vie d'une personne a en soi une portée énorme qui rend les soins offerts à ces personnes-là très, très, très complexes. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas seulement question de la décision, il est question de l'accompagnement qu'on fait de la personne à l'intérieur même de ces décisions-là. Et c'est là que le partenariat de soins devient un enjeu hyper important sur le plan éthique. Souvent, c'est ce qui va jouer quand on a des patients qui sont en besoin de protection, qui sont considérés comme étant vulnérables, où là, ben oui, effectivement, on peut, dans certains cas, remettre en question la capacité décisionnelle et dans d'autres cas, ben, on va souhaiter mieux accompagner le patient. Le problème avec ça, c'est que dans certains cas, il n'y a pas de compréhension non plus. Et donc, si je reprends, c'est-à-dire que vous avez un patient qui n'adhère pas au traitement, qui n'est pas très motivé, qui ne comprend pas non plus l'ensemble de son traitement. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce patient-là est autonome? Évidemment, sur le plan décisionnel, si la personne est considérée apte à consentir, au niveau de l'autonomie dite légale, on peut effectivement prétendre que le patient est autonome. Mais je vous rappelle que les soins infirmiers ont toujours évolué dans un corpus de savoir qui leur sont propres. Et l'autonomie en soins infirmiers, de ce qu'on en connaît, est beaucoup plus relationnelle qu'elle est rationnelle. C'est la raison pour laquelle, comme infirmière, vous ne lâchez pas votre patient, vous assurez la continuité des soins et vous travaillez toujours à négocier le soin avec cette personne-là pour faire en sorte que, malgré qu'il n'y ait pas d'adhésion, de motivation, la personne ne soit pas laissée seule avec elle-même. Et c'est là, en fait, que la notion de vulnérabilité, de marginalité, sont des concepts, en fait, qui gardent les soins très vivants. Du moment qu'on est capable de nommer ce qu'on fait. Et donc, c'est possible également que vous n'ayez pas d'autonomie. Et là, ça nous donne un patient, comme je vous dis tantôt, assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un patient pour lequel on a souvent l'impression de ne pas avoir été suffisamment formé. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur la compréhension, la motivation, l'autonomie décisionnelle. Si l'autonomie n'est pas présente dans les médias, dans le cas, par exemple, de la santé mentale ou de la maladie mentale, bien, on travaille à son retour également. Et on travaille sur donc plein de dimensions qui ne sont pas nécessairement des dimensions techniques, qui ne sont pas nécessairement présentes dans l'ensemble des guides de pratique et qui relèvent de ce travail informel-là qu'on fait au quotidien de nos soins. Et à partir de là, bien, ça pose des questions qui sont fondamentales sur le plan éthique. Et quand on se permet de réfléchir à la situation sur le plan de l'autonomie, je vous dirais qu'on réalise également que nous, comme adultes, on est autonome, mais dans une très courte partie de notre vie. C'est-à-dire que comme enfant, adolescent, on est toujours dépendant des autres. On arrive à l'âge adulte, c'est possible qu'il y ait d'autres problèmes qui s'installent.
Et finalement, on arrive à l'âge vieillissant, 65 ans et plus, même des fois avant pour certains d'entre nous. Et finalement, l'autonomie qu'on a acquise pendant notre âge adulte tend à diminuer également. La raison pour laquelle l'autonomie relationnelle est tellement importante en soins infirmiers, c'est que ça rappelle cet engagement-là et ça rappelle avant tout que l'être humain qu'on soigne est un être qui est autonome parce qu'il est entouré. Ce n'est pas un être qui est uniquement autonome parce qu'il est capable de prendre une décision. C'est une personne qui devient autonome et qui peut perdre de son autonomie si elle n'est pas suffisamment accompagnée, en fait, dans son expérience de santé. Ce qui nous amène donc à aborder les situations de vulnérabilité selon les âges de la vie. Et comme j'ai dit tantôt, quand on se met dans un processus développemental, on réalise que finalement, nous-mêmes, comme enfants jusqu'à l'âge adolescent, on a besoin des autres pour être protégés. Pour développer notre autonomie. Et quand on se met à vieillir aussi, à perdre certaines habiletés, aptitudes, fonctions et compagnie, on a également besoin des autres pour assurer une certaine forme de protection. Et l'éléphant dans la pièce ici, c'est que si vous vous référez en fait à l'ensemble des débats qu'il y a eu dans les 2 derniers mois, je vous dirais, qu'est-ce qu'on entend? On a une commission d'enquête sur tout ce qui relève de la protection de la jeunesse. On a des reportages qui parlent des soins en CHSLD, par exemple. Et on a évidemment, puis c'est le sujet qui me concerne le plus, on a toute la question de l'accès aux services de santé mentale en temps opportun. Et vous voyez donc, je ne sais pas si vous voyez la trame de fond puis l'éléphant dans la pièce dont je parlais, mais l'ensemble de ces situations-là, ce sont des situations où finalement, on voit que c'est des groupes de personnes qui représentent des catégories de vulnérabilité très, très, très précises. On a des personnes vieillissantes, on a des enfants, on a des adultes également, mais qui ont des problématiques de santé mentale. Et donc, même dans les derniers mois, je vous dirais que ce qui illustre le mieux mon propos, c'est cette tangente-là qu'on voit dans le débat public, à mettre de l'avant, en fait, différentes problématiques au sein de notre système de santé, de soignants qui nous disent qu'ils sont plus capables de respecter leur déontologie. Et ça, j'en réfère à un article, un reportage très récent, je crois, de la presse ou de Radio-Canada, de lettres ouvertes d'intervenants qui disent un peu la même chose. Donc, laissez-nous soigner, donnez-nous les moyens de soigner. Et moi, c'est sûr et certain que, comme personne, en fait, qui s'intéresse beaucoup à l'éthique du soin, quand j'entends que des personnes ne sont plus capables de respecter leur déontologie, ça réaffirme en fait le fait que pour qu'un code de déontologie soit vivant, il faut que la personne se l'approprie. Il faut que la personne en fasse son compas moral. Et il faut également que la personne ait des moyens de soigner au quotidien de sa pratique. Parce que c'est bien beau de dire, c'est bien beau d'avoir une règle dans un code qui nous dit « Ah, OK, code de déontologie, page 4, il faut respecter la personne. » D'accord. Mais on respecte qui ici? Est-ce qu'on respecte une personne qui est en perte d'autonomie? Est-ce qu'on respecte un enfant, sa famille, ses parents, un adulte, en fait, qui est pleinement autonome, tant sur le plan du raisonnement que de la compréhension du traitement? Et donc, ces règles-là sont d'application très générale, mais pour qu'elles nous donnent des indications précises sur comment on doit soigner, on doit tout le temps les garder vivantes. Et donc, respecter la personne, c'est quoi? Oui, c'est de donner des soins adéquats sur le plan humain. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. C'est aussi de faire en sorte que l'environnement de la personne soit favorable. Et ça, encore là, je réfère au travail un peu plus invisible que les infirmières font au quotidien de leur pratique, où finalement, c'est un travail relationnel de confiance en différents éléments du système, en différents professionnels de la santé, un travail de liaison, d'organisation, de coordination des soins également. Et donc, si j'en reviens à la première situation que j'ai nommée, qui est vraiment l'âme de fond là, ces temps-ci, quand on regarde le discours public, au niveau de l'enfance et de l'adolescence, on voit, là, si on prend par exemple la protection des personnes vulnérables sur le plan de l'enfance et de l'adolescence, on voit que, à la base, ce qu'on reconnaît, c'est que la protection des enfants et des adolescents, c'est une problématique de santé publique, en fait. Il y a environ 1 Canadien sur 3 qui va avoir été victime de violences physiques, sexuelles ou exposé à la violence conjugale dans sa jeunesse. Il y a très peu de données qui sont disponibles par rapport à l'exposition à la violence psychologique de manière répétée, mais on estime que sa prévalence au niveau de la violence psychologique serait d'environ 49 %. Les conséquences de l'exposition à la violence vont avoir, vont avoir des effets nombreux, tant à court, moyen, long terme. On voit que les personnes qu'on soigne souvent, puis peut-être qu'il y en a dans la salle qui sont familiarisées avec ça, mais l'émergence des approches centrées sur le trauma ou informées par les traumatismes nous indique qu'il y a énormément de personnes qu'on soigne qui vont avoir vécu des expériences comme ça et que ces expériences-là vont avoir des conséquences développementales soit à court, à moyen ou à long terme et qui vont se répertorier même jusque dans l'âge adulte. Donc, ces conséquences-là peuvent être assez directes, en fait, sur le développement de l'enfant, mais également avoir des conséquences sur les problématiques de santé physique et mentale à l'âge adulte.
Et c'est donc dire que ce problème-là a des proportions qui sont endémiques dans les pays industrialisés. Et quand on parle d'un Canadien sur 3 là, qui a été exposé à de la violence, on voit toute l'ampleur de ce problème-là. Au Québec, en fait, puis j'écoutais d'ailleurs un reportage dans la voiture en m'en venant, puis je pense que c'était le ministre de la Santé, Lionel Carman, qui disait, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une approche en amont de la maltraitance pour faire en sorte que la protection de l'enfance devienne plus une exception que la norme. Et je vous dirais que ça, c'est beaucoup la tendance qu'on voit dans les dernières années où finalement, oui, les systèmes de protection de l'enfance sont en place et répondent en fait à une problématique très, très, très précise sur le plan de la protection des enfants, sur le plan social. Par contre, ce que les professionnels de la santé, des services sociaux nous disent, c'est que de leur côté, ils peuvent eux-mêmes agir en fait pour identifier les facteurs de risque ou augmenter les facteurs de protection. Et donc, de plus en plus, on veut travailler en amont de la maltraitance dans une forme d'intervention qu'on dit intersectorielle ou interdisciplinaire. Et souvent, les infirmières ici vont être des acteurs de premier plan. De premier plan, pourquoi? Parce que le rôle infirmier comme tel va toucher à différents domaines de pratique en matière de protection de l'enfance, tant sur le plan de la détection des problèmes que de l'identification des facteurs de risque. On parle d'infirmières en urgence, on parle d'infirmières en santé publique, on parle d'infirmières scolaires. Et l'ensemble de ce personnel-là, en fait, a son mot à dire, son rôle à jouer dans l'efficacité, en fait, que nous avons comme collectivité des systèmes de protection de l'enfance. Vous avez donc un rôle infirmier qui est important à jouer. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les dispositifs de protection de l'enfance sont très complexes. C'est-à-dire que il y a plusieurs acteurs impliqués qui sont soit internes à l'institution ou externes. Vous avez plusieurs programmes qui ont été créés dans les années passées, en fait, pour répondre à des enjeux de vulnérabilité très précis. Et on voit aussi que ces systèmes-là sont efficaces aussi en fonction de la confiance que le public accorde à ces systèmes-là. Et donc, si, comme professionnels de la santé, nous-mêmes, on n'a pas confiance en ces systèmes-là, des fois, ça nous donne des freins à l'action qui sont importants. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'approche d'agir en amont est privilégiée parce qu'elle nous donne sans doute plus de possibilités d'action sur le plan clinique. Et elle n'est pas contraire, en fait, au fait d'agir en aval. C'est-à-dire que dans certaines situations, il y a effectivement tout l'aspect du signalement qui va devoir être important. Évidemment, les compétences des infirmières sont à promouvoir, notamment en ce qui concerne l'obligation de signalement, où là, on voit que quand on s'intéresse, en fait, à ce que les professionnels de la santé comprennent du signalement, on voit que la compréhension est très variable. Ça va de, dès que je suspecte une situation se signale, à des professionnels qui disent, non, tu sais, faut aller creuser, il faut faire une enquête et compagnie, puis c'est là qu'il y a plein d'enjeux éthiques qui ressortent de dire, attendez, comme infirmière, c'est quoi notre rôle si on le compare, par exemple, à une personne qui, elle, va être chargée de la protection de l'enfance directement? Vous avez donc, dans les fonctions qu'on reconnaît aux professionnels de la santé, moi, j'ai ce qu'on appelle une fonction sentinelle. Vous allez voir, ça va revenir souvent. Mais si on est capable d'agir à un point, c'est vraiment d'agir en amont de la maltraitance. J'ai certains de mes étudiants qui disent, quand on a le cours sur la protection des personnes vulnérables, qu'est-ce qui change dans mon travail maintenant que j'ai ce cours-là? Puis je leur réponds toujours, c'est plate, mais normalement, si on agit comme un bon professionnel, il n'y a pas grand-chose qui change. L'important, c'est d'être assez à l'affût, en fait, des signes de maltraitance pour pouvoir faire ce signalement-là, pour pouvoir agir, en fait, correctement, ou alors d'identifier des facteurs de risque sur lesquels on est capable, nous, comme professionnels de la santé, de travailler de manière autonome ou en collaboration avec nos collègues de d'autres programmes, notamment les programmes CIP et compagnie qui sont en place et qui peuvent répondre à ces enjeux-là. Évidemment, vous avez toujours le support clinique de la DPJ. Ce que j'entends souvent, puis ce qui, à mon avis, est limité dans le débat, c'est de dire, soit on signale, soit on ne signale pas. Vous pouvez aussi prendre le téléphone et appeler. Parce que vous avez un support clinique qui vous est disponible si vous avez des doutes là-dessus. Et vous avez également le guide du ministère de la Santé et des Services sociaux qui vous donne une série de conseils puis même des formulaires pour guider, en fait, votre évaluation des cas auxquels vous êtes confrontés. Sur le plan de la formation, vous avez certaines personnes, sans doute, dans la salle qui ont suivi déjà cette formation-là, mais vous avez au Québec ce qu'on appelle l'initiative AIDS, qui va permettre en fait une triangulation des besoins de l'enfant comme personne, de la réponse parentale, puis également de son environnement, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir une vision beaucoup plus systémique de la situation. Et cette formation-là est hyper intéressante pour mieux nous préparer en fait à agir sur des éléments de protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des adolescents. Évidemment, vous avez l'ensemble du travail interdisciplinaire et intersectoriel qui, ici, à mon avis, s'il y a des développements à voir dans les prochaines années, je pense que ça va être ici, c'est-à-dire d'agir à la fois dans les communautés pour créer des environnements favorables,
puis agir également auprès des enfants qui finalement sont dans des situations critiques où là, bien, cette obligation-là, signalement, est vraiment très, très importante. Si on va maintenant vers l'âge adulte, le cas type qui ressort, c'est beaucoup tout ce qui relève de la santé mentale. D'après vous, au Québec, combien de personnes sont touchées par la maladie mentale? Une couple quand même. Vous avez donc au Canada, là, au Québec aussi, les statistiques sont similaires. La maladie mentale touche près d'une personne sur 5. Évidemment, la problématique qui ressort, et ça ressort de plus en plus, en fait, c'est que de plus en plus, les établissements de santé vont gérer une crise, beaucoup plus que de fournir des services en temps opportun qui sont requis par la condition de santé. Donc, si on intervient toujours en temps de crise, c'est sûr et certain que le mode d'intervention est très différent de si on est capable d'agir au moment où la personne formule une demande d'aide, au moment où elle est apte à consentir, qu'elle veut, par exemple, recevoir de l'aide, plutôt que si elle arrive, par exemple, toujours par les policiers, les ambulanciers et compagnie dans un moment de crise. Donc, l'accès en temps opportun devient fondamental, puis est une problématique qui est énorme, en fait, quand on parle de la protection des personnes vulnérables. À l'âge adulte, souvent, ce qu'on voit, c'est tout ce qui relève des problématiques de santé mentale. Et vous avez aussi la gestion de crise qui représente le quotidien de plusieurs intervenants dans cette situation-là. Et donc, pour répondre à ces enjeux-là, dans les dernières années, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a répondu aux nombreuses critiques qui étaient adressées à ce qu'on appelle la loi P38, qui est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Vous avez donc l'adoption d'un cadre de référence sur l'application de la P38 qui est sorti en 2018, qui répond à ces critiques-là, parce que ce qu'on critiquait, en fait, au système, c'est de dire, bon, écoutez, on a une loi exceptionnelle, mais qui est appliquée, je vous dirais, très largement. Ce qui fait en sorte que des fois, on a même des problématiques d'application de cette loi-là. Quand on consulte des dossiers, on constate que c'est pas tout le monde qui connaît les délais de la loi, même s'ils ont la responsabilité de les appliquer, alors que la loi prescrit des délais très spécifiques pour les gardes en établissement, les gardes préventives et les gardes provisoires. Dans ma pratique, ça m'est souvent arrivé que j'ai eu à faire de l'accompagnement des personnes aussi qui, comme infirmiers de liaison, nous appelaient en disant, écoutez, ça fait 3 fois que la police la police vient, ça fait 3 fois qu'on nous dit que la personne n'est pas assez dangereuse pour qu'on intervienne. Et puis là, c'était de faire ce travail-là d'accompagnement, de dire, écoutez, c'est vrai qu'au sens de la loi, il n'y a pas de danger grave immédiat, mais ça ne vous empêche pas de passer par la garde provisoire si vous souhaitez minimalement avoir une évaluation d'état mental. Et donc, j'en reviens toujours au processus de négociation du soin qu'on doit faire à partir de ces règles-là. Ce que le cadre de référence amène également, c'est tout ce qui relève de la clarification du calcul des délais, de la responsabilité des acteurs puis du seuil de dangerosité, puisque selon où vous êtes dans votre trajectoire de soins, l'appréciation du danger ne sera pas la même, c'est-à-dire que si vous êtes amené par les ambulanciers, par exemple, pour une garde préventive, ça va être un danger grave et immédiat. Le seuil de dangerosité est très élevé. Tandis que pour l'évaluation de la condition mentale en garde provisoire, l'appréciation du danger va être un peu différente. Donc, ce cadre-là est venu clarifier ça, parce que dans les dernières années, ce qu'on a constaté, c'est que c'était une loi d'exception qui était trop souvent appliquée, et quand elle était appliquée, souvent, on avait des délais qui n'étaient pas respectés. On avait ce qu'on appelle, on pouvait avoir, par exemple, des bébites un peu étranges, par exemple, des gardes pré-préventives. Tu sais, ne peut quitter sans réévaluation, des trucs comme ça. Donc, on ouvrait les dossiers, puis là, on avait des équipes qui avaient créé des nouveaux dispositifs légaux à l'intérieur même des dossiers. Dans l'hôpital où je travaillais, puis ailleurs, d'ailleurs, c'est avec ça qu'on devait gérer au quotidien aussi, parce qu'on a toujours à gérer le risque. Ce risque-là n'est pas nécessairement aussi prédictible qu'on le souhaiterait, mais on a toujours une responsabilité par rapport à ça. Et ce que ce cadre d'application-là cherchait à faire, en fait, c'est de répondre à ces questions-là. Un nombre de patients qui rentrent dans un hôpital psychiatrique, qui des fois veulent sortir, mais se rendent compte que la porte se barre. Et donc, on essaie un peu de répondre à ça parce que c'est un enjeu de droits humains ici. Ce qui fait en sorte que si on est toujours dans la crise puis en train d'appliquer des lois d'exception, et que si en plus de ça, ces lois-là ne sont pas respectées au niveau du délai ou même de la documentation des soins qui sont faits, on est en train de soutenir des atteintes importantes aux droits humains. Le cadre d'application vient un peu répondre à ces enjeux-là. Évidemment, on réaffirme l'importance de l'infirmière en urgence puis de leur contribution évaluative, notamment parce que, dans la loi, c'est assez médico-centré. On dit que c'est le médecin qui signe la garde préventive. Ce que le cadre vient un peu préciser, c'est de dire, écoutez, la garde préventive va commencer dès l'admission, dès le geste médical qui
ensuite de ça, amènera la fameuse prescription de garde préventive. Donc, on reconnaît que même si, par exemple, le médecin l'assigne, le médecin est désigné dans la loi pour l'émettre, l'évaluation qui en découle est dépendante d'une série de professionnels qui ont à être formés. Et donc, à partir de là, on a mis des nouveaux outils en place. Vous avez sans doute, pour ceux qui travaillent en santé mentale, suivi la formation d'estimation de la dangerosité suicidaire. Depuis 2 ans, on a cherché à faire la même chose pour le risque d'homicide. Et donc, il y a une nouvelle formation qui est en place, accessible aux professionnels du réseau, pour mieux évaluer les risques d'homicide également. Vous avez également, dans le cadre de référence, on vous rappelle l'importance d'informer la personne de leurs droits à toutes les étapes de la trajectoire. Et ça, je vous dirais que c'est un rôle qui est typiquement infirmier, en fait. Dans ce qu'on reconnaît d'advocatie ou de justice sociale, le fait d'informer les personnes de leurs droits, mais aussi de les informer de leurs recours, ça fait partie de ce qu'on reconnaît, en fait, de ce travail-là relationnel qui est attribué à l'infirmière. On reconnaît aussi la nécessité de l'intervention de crise pour éviter de toujours appliquer une loi coercitive. Donc, de plus en plus, on va dire, bien, écoutez, si la personne est capable d'être suivie en toute sécurité dans un centre de crise, par exemple, c'est peut-être plus l'option à privilégier que de tout le temps sortir la P38 comme étant la seule solution, en fait, pour offrir ces soins et services-là. Et donc, on reconnaît ça, on réaffirme ça aussi, puis également la nécessité de mobiliser des systèmes de support. On est passé d'un moment en santé mentale où d'emblée, on répondait aux familles, bien écoutez, moi, je ne peux pas vous informer de la situation, c'est confidentiel. Ça, j'imagine que vous l'avez souvent entendu. À des pratiques hyper intéressantes où finalement, on va tout de suite, dès l'admission de la personne, dire à la personne, mais écoutez, nous, on travaille avec vos proches. C'est qui vos proches? C'est qui vos proches significatifs? Qui vous souhaitez qu'on contacte? Mais on va déjà d'emblée mobiliser ce réseau-là. Parce que souvent, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a tellement un roulement qui est élevé, il y a tellement une charge de travail qui est élevée dans les milieux hospitaliers que souvent, quand un proche souhaitait, par exemple, s'informer de la personne qui était hospitalisée, on lui répondait, mais écoutez, madame, monsieur, je ne peux pas vous répondre, c'est confidentiel. Mais quand on interrogeait la personne hospitalisée, ce que la personne hospitalisée nous disait, c'est « ben oui, je sais que c'est confidentiel, mais moi, ça ne me dérange pas ». Et la personne peut toujours, elle, autoriser d'autres personnes à s'impliquer dans son dossier, mais pour ça, il faut qu'on lui demande, il faut qu'on aille chercher cette information-là, il faut qu'on la valide auprès de la personne, et c'est là que le travail de négociation du soin s'effectue. Évidemment, bien, c'est une importance de fournir un accompagnement adéquat aux personnes dans l'exercice de leurs droits et recours. Vous avez donc de plus en plus au Québec, vous avez des organismes de défense des droits en santé mentale qui sont présents. Je vous dirais qu'en Ontario, même, il y a des initiatives où systématiquement, il y a des gens qui vont intervenir pour s'assurer que les procédures sont respectées pour finalement faire de la défense des droits en santé mentale. Ce n'est pas la norme au Québec. Au Québec, on a encore du travail à faire de ce côté-là. Je vous dirais que dans une certaine mesure, les infirmières peuvent faire une partie de ce travail-là pour minimalement s'assurer que l'information est transmise à la personne, pour minimalement qu'elle fasse un choix informé à l'égard de ses soins lorsqu'elle est ciblée par une mesure coercitive. Et donc, encore là, on a la fonction sentinelle qui revient, qui est ici plus dans la prévention de la crise. Et même sur les aspects coercitifs, ce que les études nous disent, plus en éthique, ça nous vient de la crimino, en fait, là, mais on a réalisé que si, par exemple, vous prenez la P38 puis qu'elle est appliquée, ce qui va influencer la trajectoire de soins de la personne, c'est pas le fait qu'elle soit appliquée ou pas, c'est le fait que la personne se sente respectée dans l'application. Et donc, on reconnaît de plus en plus que le traitement humain qu'on fait des personnes, même s'il y a une mesure de coercition, va avoir une énorme influence sur leur trajectoire de soins. Et donc, si par exemple, vous êtes dans une ordonnance de traitement ou une autorisation judiciaire de soins, que vous appliquez par exemple la P38, ce qui va devenir plus important encore, c'est de faire en sorte que la personne se sente écoutée, de faire en sorte que la personne sente que les procédures ne sont pas arbitraires, mais qu'elles suivent un processus qui est le même pour tous. Et donc, puis il y a beaucoup d'études en criminaux qui, justement, sont venues réaffirmer que l'importance derrière la coercition, c'était beaucoup que la qualité du traitement humain soit maintenue, même si ces mesures-là sont appliquées, et même si elles sont appliquées de manière parfois difficile, parfois douloureuse, et même si elles nous créent énormément de détresse, nous, comme intervenants. Et donc, la qualité de ce traitement humain-là devient essentielle, en fait, au mode d'action qu'on utilise en santé mentale dans certains cas où la protection des personnes est nécessaire, notamment par la P38. Vous avez également, donc, comme j'ai dit tantôt, une contribution évaluative qui est reconnue, une gestion de crise qui, à mon avis, devrait prendre de plus en plus de place dans les processus d'intervention si on reconnaît que la P38 est une mesure d'exception, c'est-à-dire que
Si on a cette mesure-là comme exception, c'est-à-dire que tout le reste des soins doit se faire plus dans un mode de gestion de crise où on emploie des approches centrées sur les solutions, par exemple, pour essayer de désamorcer la crise, pour redonner espoir à la personne, pour essayer de faire en sorte que cette personne-là puisse recevoir des soins dans sa communauté puis qu'elle soit entourée des bonnes personnes au bon moment. Effectivement, de également soutenir les proches dans ces défis-là. Les proches qui ont beaucoup de besoins, d'ailleurs, puis quand on interroge les proches, souvent, on n'entend pas le même discours. Ce que les proches veulent, c'est pas nécessairement le diagnostic, parce que souvent, ils se font répondre que c'est confidentiel. Ce que les proches veulent, c'est plus d'informations et de soutien sur ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Au quotidien pour supporter leurs proches qui ne dort pas, par exemple, qui ne s'alimente pas, qui a des symptômes pour lesquels les proches ne sont pas formés à reconnaître, mais qui aimeraient bien. Tu sais, si on est pour attribuer aux proches une fonction de responsabilité des soins une fois que la personne est de retour en communauté, bien, ce que les proches demandent beaucoup quand on les interroge, c'est d'avoir des informations, sur ce qui peut leur permettre de bien intervenir sans nécessairement rentrer dans des éléments de confidentialité. Vous avez également l'advocatie puis la justice procédurale que j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire que là où on peut agir comme infirmier, infirmière, c'est principalement de s'assurer que les délais sont respectés, de le rappeler parce que ça encore là, c'est un système à plusieurs mains puis il y a souvent des informations qui peuvent se perdre. Je vous dirais qu'un des rôles pivots de l'infirmière, c'est de s'assurer que ces délais-là sont respectés, de faire les suivis, les rappels nécessaires, de s'assurer donc de la qualité du traitement humain également qui est fourni même si ces mesures-là de coercition sont appliquées. Ce qui nous amène à la dernière section, en fait, qui est sur la protection des personnes âgées. La protection des personnes vieillissantes, pardon. Au niveau des personnes vieillissantes, en fait, on a plusieurs enjeux qui sont sortis dans les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux éthiques associés au vieillissement de la population qui, en ce moment, se font sentir énormément. On prévoit, selon les estimations au Canada, que d'ici 2036, la taille de la population âgée de plus de 65 ans va doubler, plus ou moins, là, avec les personnes de 65 ans et plus vont représenter environ un quart de la population canadienne. Et ça met une pression évidente sur les soins et services de santé. Ça nous pousse également à repenser certains soins. Et dans les dernières années, sur le plan légal, ce qui est arrivé, c'est qu'on a créé une nouvelle exception, en fait, aux règles de pratique, où là, on est venu mettre en place une loi qui visait justement à protéger les personnes vieillissantes ou toute autre personne en situation de vulnérabilité, notamment afin de répondre à cet enjeu-là. Parce que la violence envers les personnes âgées, en fait, va revêtir plusieurs formes. Souvent, c'est commis même par un membre de la famille, donc une personne qui est en charge des soins, ce qui rend la situation encore plus difficile. Dans les facteurs de risque, vous avez beaucoup d'incapacités physiques, de troubles cognitifs qui sont identifiés également. Et globalement, là, quand on regarde les rapports de l'OMS, c'est une personne sur 6 qui va être touchée par la violence, la négligence ou la maltraitance au niveau des personnes aînées. Cette maltraitance-là peut prendre plusieurs formes. Ça peut être physique, psychologique, ça peut être de l'exploitation financière ou même de la négligence ou de l'autonégligence, donc sur le plan de l'environnement social ou de l'isolement des personnes. Ce qui a fait en sorte que dans les 2 dernières années, ce qu'on a souhaité faire, c'est d'augmenter notre capacité de protéger les personnes aînées dans le quotidien des soins. Et on a mis en place, en fait, un nouveau cadre légal et réglementaire pour le faire. Et encore là, je le dis souvent, là, dans les règles qu'on suit, c'est comme le français. Il y a plusieurs exceptions. Puis si vous ne maîtrisez pas toutes ces exceptions-là, c'est très dur pour vous de dire que vous parlez bien votre français, que vous l'écrivez bien. Je pense que ça réaffirme aussi notre rôle de contextualisation, de négociation du soin. Plus vous êtes capable, comme infirmière, de naviguer dans ces exceptions-là, plus vous êtes capable, en fait, d'offrir des soins adéquats sur le plan humain. Et donc, au niveau de la fonction sentinelle, on a souvent le fait d'identifier les personnes vulnérables, donc d'être capable, comme soignant, de dire, OK, dans cette situation-là, il y a des questions à se poser, puis il y a même des problématiques potentielles qui doivent être soulevées auprès de la personne qui, par exemple, va être en CHSLD. Vous avez également le principe d'advocacy qui va beaucoup s'appliquer au niveau plus macrosystémique, où finalement, il y a un rôle politique à avoir de mise en place d'une culture de bientraitance. Vous avez également la confidentialité et la protection contre les représailles. Également l'immunité contre les poursuites qui s'inscrivent comme étant des éléments nouveaux du paysage qu'on connaît. C'est-à-dire que, un peu comme la protection de l'enfance ou d'autres règles au niveau du signalement, ce qu'on souhaitait faire, c'est encourager en fait les professionnels de la santé, dont les infirmières, à signaler des situations de maltraitance potentielle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu établir des règles et ce qu'on est venu établir, c'est que le signalement en lui-même était confidentiel.
que la personne qui faisait un signalement, donc qui dénonçait une situation de maltraitance, avait une protection contre les représailles. Et en plus de ça, bien, on lui fournit une immunité contre les poursuites. Et le message que ça envoie, c'est de dire, bien écoutez, il y a une protection qui est donnée aux personnes qui finalement souhaiteraient signaler des situations, et cette protection-là s'articule de la manière suivante. Ce qu'on a vu réaffirmer aussi, c'est que les gestionnaires ont un rôle très important, au même titre que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, pour recevoir les plaintes en matière de maltraitance lorsqu'il y a des professionnels de la santé qui les constatent au quotidien de leur pratique. Et donc, vous avez des nuances comme ça qui sont associées à ces nouvelles lois-là, qui viennent en fait créer des exceptions, puis qui viennent réaffirmer le rôle des infirmières dans notamment le processus de signalement, mais ce qui précède, c'est-à-dire l'évaluation en fait de ces situations-là. Ce qui nous amène donc, je vous dirais, au fait saillant en fait de cette présentation-là. Je vous dirais que quand on s'attarde en fait à toute la notion de protection des personnes vulnérables, ce qu'on voit, c'est que la fonction sentinelle va devenir hyper importante. Donc, ça va nous permettre d'agir en amont. Ça va reconnaître le travail d'organisation qui est fait par les infirmières. Et ça, on va le voir dans la prochaine diapositive. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette fonction-là, vous avez toujours, quand vous parlez de protection des personnes, vous avez toujours un risque d'atteindre certains droits humains. Et à l'intérieur de ces risques-là, bien, vous avez souvent ce qu'on appelle un motif de justification de vos interventions. C'est-à-dire que les 3 exemples que j'ai pris ont chacun un motif qui nous permet d'agir et de bien agir. Dans le cas de l'enfance, on parle de la sécurité ou du développement de l'enfant qui est compromis. Dans le cas de la santé mentale, le motif, c'est toujours la dangerosité de la personne pour soi-même ou pour autrui en raison de l'état mental. Et dans le cas du vieillissement de la population, c'est une situation de maltraitance réelle ou potentielle. Donc, ces motifs-là sont autant de drapeaux rouges, de red flags, qui viennent vous dire, bien écoutez, si ça c'est en place, là, il y a une nécessité d'intervention puis d'action qui est propre, qui est partagée en fait entre l'ensemble des professionnels de la santé. Et donc, si vous partez de ces motifs justificatifs-là, ce que ça met à l'avant-plan, c'est que d'un côté, pour que ces règles-là soient efficaces et applicables, il y a la nécessité d'avoir un bon raisonnement clinique et de faire une évaluation appropriée. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important qu'à partir de votre évaluation, le système puisse s'organiser, se mettre en place pour fournir des soins adéquats. Ce qu'on voit, par exemple, en protection de l'enfance, dans les études qui ont été publiées dans les 20 dernières années, souvent, ce qu'on constate, c'est que les professionnels de la santé ne parlent pas le même langage. Et à partir de là, bien, ça devient difficile pour les gens de se comprendre. Et donc, on veut travailler aussi sur cette capacité-là, puis je vous dirais que la meilleure façon de le faire, c'est de toujours en venir à appuyer le constat par son raisonnement puis son évaluation clinique. Le deuxième élément qui nous permet d'atteindre ça, puis nous permet aussi d'atteindre un travail d'organisation dans le cadre de nos soins, c'est de toujours faire un travail de justification, d'intervention ou de notification. C'est-à-dire que si mon raisonnement et mon évaluation clinique me dit qu'il y a une nécessité de protection, nécessairement, je vais devoir le justifier dans ma tenue de dossier. Nécessairement, je vais devoir mettre à l'avant-plan les éléments qui m'ont mené, en fait, à ce constat-là. Et il y a donc toujours ce travail-là de justification puis de notification, également d'intervention qui est de mise. Évidemment, bien, ça nous mène à la documentation puis au travail d'organisation comme tel, où à partir même du dossier, on est capable de bien cerner les situations qui ont mobilisé, en fait, ces règles d'exception-là, qui nous permettent de mieux intervenir quand finalement, on est confronté à une situation où, malgré les soins qu'on donne, on doit quand même faire un pas en avant pour nous assurer que les personnes en situation de vulnérabilité sont protégées. Et là-dessus, il est 50 minutes, et je sais que vous êtes en heure de dîner. Donc, si vous avez des questions, bien, je vais prendre vos questions pour le temps qui reste. Sinon, bien, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un agréable temps des fêtes.